Merci pour l'accueil. Donc, tout d'abord, merci à tous d'assister à cette présentation qui s'intitule « Pourquoi personne n'aime relire ta pull request ?» Rapidement, moi-même, je m'appelle Maxime Clément, je bosse dans une petite boîte que vous connaissez peut-être qui s'appelle Docker, enfin, j'espère que vous connaissez en tout cas. J'y bosse depuis 4 ans et pour l'histoire, en fait, je bosse pas sur le produit directement de Docker. Je bosse sur des outils internes qui permettent aux gens chez Docker de faire Docker. Donc, je contribue au produit de manière indirecte. Petite précision sur cette présentation, le but n'est pas de vous expliquer comment écrire une bonne pull request, enfin peut-être en partie. Le but, c'est plutôt de comprendre pourquoi, d'un point de vue du relecteur d'une pull request, certaines pull requests sont plus dures à relire que d'autres. Sachant cela, vous pouvez faire en sorte d'écrire des pull requests plus lisibles en pensant à lui. Et je pense que c'est une des caractéristiques principales pour faire une bonne pull request. Par contre, ça ne suffit pas. Si votre pull request ne fait pas ce qu'elle doit faire, elle aura beau être lisible, ce ne sera pas une bonne pull request en soi. Deuxième précision, je vais utiliser le mot pull request plein de fois, parce que je suis plutôt GitHubiste qu'autre chose. Si vous n'êtes pas GitHubiste pour plein de raisons, ce que je comprends surtout en ce moment, vous remplacez pull request dans votre tête par votre terminologie préférée, ça marchera très bien, tout s'applique, il n'y a aucun problème. Et dernière précision, il y a 2 moments dans la présentation où j'aurai besoin de votre participation. Je compte sur vous, si je me réponds à moi-même, ça fait un peu moins bien. Mais il y a des clients au premier rang, je suis sûr, qui participeront. Donc on va pouvoir commencer tout de suite cette présentation. Je vais juste lancer ça. Pourquoi ça ne bouge pas? Non. Voilà. Je pense que c'est intéressant tout de suite d'enfoncer des portes ouvertes et de se demander pourquoi on utilise des pull requests. Parce que si en fait vous n'êtes pas dans des cas où vous n'êtes pas convaincu par mes arguments de pourquoi il faut utiliser des pull requests, vous n'avez pas de problème de lisibilité. Donc je pense que c'est intéressant de tout de suite comprendre pourquoi on a besoin de ça, pourquoi on se force à les utiliser, et après on verra du coup comment faire ça mieux qu'aujourd'hui. Donc moi j'ai 3 arguments qui sont en partie critiquables, et je serais ravi d'en discuter avec vous par la suite, mais c'est mes arguments de pourquoi je pense qu'il faut utiliser les pull requests. Le plus important, c'est le partage de connaissances. Je pense que c'est vraiment pour moi l'argument principal des pull requests. Surtout aujourd'hui où en fait on veut vous faire croire dans votre équipe que tout le monde est remplaçable, interchangeable, pareil. Typiquement dans une équipe où vous avez 3 devs back-end, en réalité, il y en a un qui va très souvent s'occuper de la base de données parce que c'est son dada, il y en a un qui va beaucoup plus être axé API, protobuf, machin. En fait c'est la réalité, on a tous des affinités même si on partage le même titre. Et le fait de relire des pull requests de la personne qui fait plus la base de données que vous va vous permettre d'apprendre en fait son domaine et partager la connaissance comme ça. Pour moi, c'est vraiment un des arguments principaux en faveur des pull requests, c'est essayer de casser ces silos qui existent de manière implicite. Je pense que c'est la meilleure manière d'essayer de casser ces silos. Deuxième aspect, qui à mon sens est le plus critiquable, avant de vous lever, je vais préciser, je pense que les pull requests amènent plus de qualité dans le sens où si on met, plus on met de cerveau derrière le même bout de code, je pense qu'on améliore ce bout de code vers un maxima de qualité locale. Par contre, je suis d'accord, ça a un coût. Plus vous mettez de gens pour relire des pull requests, plus vous payez ces gens pour le même bout de code, en fait. Et deuxièmement, ça ne marche que dans un environnement sain. Si vous êtes dans une équipe où il y a un lead architecte mégalo qui pense tout connaître et qui n'accepte aucune critique, ça ne marchera pas. Ce ne sera pas productif, la pull request. Par contre, si vous êtes dans une équipe où tout le monde assume de faire des erreurs, parce que c'est la vie, on fait tous des erreurs, et que même le senior peut apprendre du petit junior qui vient de sortir d'école, là, vous êtes dans un terreau qui est très fertile pour les pull requests et pour améliorer la qualité globale du code. Et dernier aspect qui est très souvent sous-coté, pour moi, les pull requests et les commits sont une des meilleures sources de documentation technique parce qu'en fait, ça vit dans le code et c'est très souvent beaucoup plus accessible, on va dire, qu'une page Notion à l'autre bout de la boîte que de toute façon, je n'irai pas voir. Le nombre de fois où moi, je n'ai pas forcément compris dans le code pourquoi on utilise tel design ou pourquoi on utilise telle librairie, machin, en fait, je fais un git blame, je permets de remonter à la pull request et je tombe sur une discussion de 3 personnes qui discutent pendant 4 jours de pourquoi il faut utiliser ça. En fait, la vraie doc, elle est là. Par contre, j'admets que ce n'est pas très navigable. Je pense qu'il y a peut-être plein de choses à faire là-dessus pour parcourir la doc implicite en fait, de votre gestionnaire Git, quelque part. Mais pour moi, c'est vraiment une mine d'or et donc les pull requests sont très importantes pour ça. Voilà, donc ça, c'est mes arguments en faveur d'une pull request. Pourquoi il faut les faire. Donc moi je suis convaincu, donc maintenant on va considérer qu'il faut faire des pull requests et on va regarder ce que c'est. Donc là c'est une slide un petit peu, pas enfoncer des portes ouvertes, je ne vais pas vous expliquer qu'une pull request c'est une demande de pull, non je ne vais pas vraiment vous expliquer ça, mais plus d'un point de vue prendre du recul et d'un point de vue analytique, qu'est-ce qu'une pull request vraiment au sens pratique du terme. Si vous avez fait un peu d'infos, ce que j'espère,
En fait, une pull request, c'est une transition dans une machine à état. Globalement, votre code, il est dans un certain état. Vous voulez le faire passer dans un deuxième état et vous faites la pull request pour faire cette demande de est-ce qu'on peut passer le code de l'état A à l'état B. Globalement, c'est juste ça, une pull request. Et donc, quand on vous demande de valider une pull request, de relire une pull request, de reviewer une pull request, en fait, on vous demande de valider cette transition. On vous demande est-ce que ça a du sens de passer de l'état A à l'état B. Et quand on commence à le voir sous cet angle-là, l'être humain, il est super habitué à faire ça, en fait, même si vous n'êtes pas en info. Il y a plein d'exemples dans la vie où vous faites ça. Typiquement, si vous devez écrire une critique d'un livre, si on vous demande est-ce que c'est un bon livre, qu'est-ce que vous pensez de ce livre, en fait, vous validez aussi une certaine sorte de transition entre l'état initial du livre, vous le lisez, et l'état final du livre. Et en fait, votre jugement, c'est est-ce que cette transition a du sens? Est-ce que c'est logique de passer de l'état initial à l'état final? Pour ce faire, vous allez lire le livre dans l'ordre, une suite de chapitres. Il y aura des rebondissements, il y aura du développement des personnages, voilà tout ce qu'on peut avoir dans une narration. Et à la fin, vous allez pouvoir dire si la transition fait sens entre le début et la fin. Vous pouvez avoir des critères objectifs ou pas, à la limite, c'est pas important, mais vous validez une certaine transition. Un film, c'est exactement pareil, en fait. Si vous validez un film, quand vous demande d'écrire une critique d'un film, vous faites la même chose, c'est exactement comme le livre, vous avez peut-être juste plus d'éléments pour juger. Vous allez peut-être avoir la bande-son, l'acting, qu'est-ce qu'on pourrait avoir, la mise en scène aussi. Enfin, voilà, il y a peut-être plus d'éléments pour juger, mais dans l'absolu, vous suivez aussi une histoire, dans un ordre donné, une succession de scènes, et à la fin, ça vous donne cette grande transition entre le début et la fin, et vous pouvez dire si ça vous plaît ou pas. Cas un peu plus pratique, une recette de cuisine, c'est la même chose. Quand en fait vous voulez juger si une recette de cuisine est bonne ou pas bonne, votre avis sur une recette de cuisine, en fait concrètement c'est est-ce qu'on passe vraiment de la liste des ingrédients au plat final. En fait c'est quand même une transition, pareil, entre deux états. Le premier état on a les ingrédients bruts, dernier état on a un plat. Si vous arrivez à refaire ce plat, globalement c'est une bonne recette. Si malgré en suivant les étapes dans l'ordre ça marche pas, c'est que probablement c'est une mauvaise recette. Mais il n'en reste que c'est qu'une transition d'un état à un autre. Slide un petit peu méta, une présentation. Si vous voulez juger d'une présentation, c'est la même chose en fait. Vous partez de l'introduction, de l'état initial de cette présentation, vous allez écouter l'orateur pendant plusieurs chapitres, et à la fin, vous allez pouvoir juger si ça faisait sens tout au long de cette histoire qui a été plus ou moins racontée lors de cette présentation. Bon, maintenant, si on revient à nos moutons. Une pull request. Comment on valide la transition entre l'état A et l'état B d'une pull request? En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise diff. Alors, moi, j'ai rien contre diff. Diff, il a une responsabilité et il le fait super bien. Mais par contre, ça veut dire que pour valider cette transition, on prend l'état A, l'état B, on les superpose et on nous dit, voilà, est-ce que c'était bien, en fait? Vous imaginez si on faisait ça avec un livre? Si en fait, on faisait le diff du premier chapitre et du dernier chapitre et qu'on devait dire si c'était un bon livre, enfin, ce serait très compliqué, on ne le fait pas. Parce qu'on considère qu'il faut suivre une certaine histoire dans l'ordre, machin, et qu'il nous manque plein d'éléments. Pourtant, la pull request, c'est ce qu'on fait. La pull request, le vrai problème, pour moi, intrinsèque d'une pull request, c'est qu'on se retrouve avec des suppressions-additions ou additions-suppressions, enfin le diff, et on n'a pas de contexte. On doit deviner ce qu'a voulu faire l'auteur. Donc là, on se retrouve avec des lignes enlevées, des lignes rajoutées. À la limite, ce que c'est pas grave, je ne vous demande pas de lire, surtout si vous êtes au fond, là, ça va être compliqué, je pense, vu l'écran. Mais on se retrouve à devoir deviner ce qu'a voulu faire l'auteur. On n'a pas de contexte, on a juste l'état final, et voilà. Et en analogie, si on prend le film comme tout à l'heure, ce serait comme si on était en train de regarder un film sans le son. Normalement, il y a des paroles, mais on ne les a pas. On voit juste ce qui se passe, mais on n'a pas le contexte. On ne sait pas pourquoi ça se passe comme ça, et pourtant on est censé juger ce qui se passe. Deuxième chose très très intéressante dans les pull requests, qui sont un problème majeur, c'est que là, bon, je pense que c'est beaucoup trop petit pour le fond, c'est pas très grave. En fait, je suis en train de relire un fichier qui est en haut là, qui s'appelle update.go, et en haut, on voit l'introduction d'un nouveau package qui s'appelle Validator. C'est pas grave ce que c'est, Validator, on s'en fiche, c'est juste pour le principe. Seulement, ce package, il est créé plus tard dans la pull request, au fond de l'arborescence de fichiers, parce que ça commence par un V, alors c'est plus bas. Donc on se retrouve à devoir valider une transition de quelque chose que je n'ai pas encore vu. Je verrai seulement à la fin. Est-ce que c'est bien d'utiliser Validator là? Je sais même pas ce que c'est en fait, Validator à ce moment-là. Donc si on reprend notre analogie, en plus de regarder un film sans son, on se retrouve à le regarder pas forcément dans le bon ordre. Voire même tout en même temps, en fait, parce qu'on a tout l'état qui est stacké. En fait, on se met à regarder ça, et il faut dire si c'est un bon film. C'est ça, en fait, l'expérience de relire une pull request pas forcément bien pensée, on se retrouve là-dedans, et pourtant, il faut quand même dire si c'est un bon film ou pas à la fin. Voilà. Ça, pour moi, c'est le vrai constat de pourquoi c'est difficile de relire des pull requests dans beaucoup de cas, parce qu'on est là-dedans.
maintenant qu'on a vu qu'est-ce qui ne va pas dans les pull requests, on peut essayer d'idéaliser. En fait, quelle serait la pull request parfaite? Quelle serait vraiment la pull request qui n'aurait pas tous les problèmes qu'on a mentionnés avant? Pour moi, elle devrait avoir trois caractéristiques majeures. La première, c'est qu'elle devrait être vraiment limpide. Comme j'expliquais, à aucun moment, je dois me demander ce qu'a voulu faire l'auteur. Dès que je vois une suppression, une addition, ça doit être vraiment limpide. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Si je me pose la moindre question, c'est que c'est pas bon. C'est comme dans un film, en fait, et à un moment, il faut que vous arriviez à suivre l'histoire, sinon vous ne comprenez pas. Deuxièmement, il faut que la pull request elle soit ennuyeuse et linéaire. Ennuyeuse parce qu'en fait, vous écrivez pas un film de David Fincher. Enfin, on s'en fiche en fait. Faites pas de plot twist à la fin de votre pull request. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est vraiment d'avoir une histoire ennuyeuse. Et plus c'est ennuyeux, mieux c'est. C'est comme votre code. Votre code, il doit être ennuyeux. Il doit pas être un peu complexe juste pour le fait de faire du code complexe. Non, plus c'est ennuyeux, mieux c'est. Et linéaire, c'est plus dans le sens où quand vous lisez une pull request, il faut pas que vous vous mettiez à annuler des choses qui ont été faites avant. Sinon, en fait, vous êtes en train de faire perdre du temps au relecteur. Vous êtes en train de lui faire partir sur une voie, lui il est en train de l'apprendre, pour ensuite vous dire non, en fait à la fin on va dans une autre voie. Bon, ben, voilà, ça c'est une histoire qui n'est pas linéaire quelque part. Et dernier aspect qui pour moi est un des plus importants, il faut que votre pull request elle soit courte. Il faut que l'histoire que raconte votre pull request soit le plus court possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la fin, quand on se retrouve devant le bouton approve ou pas, il faut que le relecteur il ait l'intégralité de la pull request en tête. Si à ce moment-là, il ne se rappelle pas de tout, il ne va pas pouvoir juger. Et s'il veut faire son métier correctement, s'il ne veut pas juste faire un looks good to me pour vous débloquer, il va se mettre à relire une deuxième fois la pull request. En fait, il est en train d'apprendre votre pull request. Il n'est pas en train de la relire, il est en train de l'apprendre pour pouvoir dire si c'est bien. Non, idéalement, on veut une pull request courte pour qu'elle passe uniquement dans votre mémoire immédiate. Quelque part, vous voulez la lire, pouvoir juger, et ensuite elle sort de votre buffer de mémoire, si vous voulez. Donc il faut que ce soit une pull request courte pour qu'on n'ait pas à l'apprendre. Vous avez plein de choses à apprendre tous les jours, le boulot, votre vie, vous ne voulez pas en plus vous rappeler de pull request par cœur. Ce n'est pas du tout le but quand vous relisez une pull request. Donc maintenant, on va essayer de faire point par point comment faire ça. En fait, concrètement, comment réussir à avoir ces trois propriétés. C'est là que je demandais un petit peu de participation. Comment on fait pour avoir une pull request qui soit limpide, au sens les transitions, malgré le fait qu'on n'ait que diff. On ne peut pas ramener un autre outil dans GitHub, dans GitLab, on n'a pas le choix. La pull request, elle se relie avec diff. Comment, uniquement avec diff, on peut rendre l'histoire plus claire, quand même? On reprend notre histoire de transition dans une machine à état. On va faire un peu de maths d'un point de vue 3e, 6e. J'espère que ça devrait aller. Ça, c'est notre transition dans une machine à état. Donc on a une fonction, qui est la pull request, qui passe de l'état A à l'état B. Donc, F, c'est notre pull request. Si on remplace par des valeurs, bateau. Donc on a une fonction qui transforme 42 en 140. Vous pouvez imaginer un diff où il y a 42 d'un côté et 140 de l'autre côté. Et vous devez deviner quel est F. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer sur qu'est-ce que c'est F là? Non, là je ne demande pas de participation, vous ne pouvez pas. Concrètement, vous ne pouvez pas. Il y a une infinité de manières de passer de 42 en 140 en mathématiques. C'est pas forcément. On voit bien que là, le pas, si vous voulez, est trop grand. Vous ne pouvez pas comprendre comment on passe de 42 à 140. Ou en tout cas, même si vous trouvez quelque chose, vous n'avez aucune certitude que c'est ce qu'a voulu dire l'auteur, concrètement. Par contre, si on joue à ça maintenant, ça devrait être beaucoup plus facile. Pour le premier exemple, on a une fonction j qui passe de 42 à 84. Est-ce que quelqu'un sait ce que fait j? Là, tout de suite, c'est limpide. Après, pour passer de 84 à 840, limpide. Pour passer de 840 à 420, on divise par 2. Et pour passer de 420 à 140, on divise par 3. Un petit peu plus dur, celle-là. On divise par 3. Mais en fait, ce qu'on est bien en train de se rendre compte, c'est que là, c'était super limpide, alors qu'en fait, on a fait la même chose. On est juste venu décomposer notre transition en 4 plus petites transitions. Et là, c'était limpide comparé à l'exemple précédent. Pourtant, la finalité est la même. On passe de 42 à 140. Par contre, plutôt qu'une grande transition du début à la fin, comme dans un livre, plutôt qu'un livre à un seul chapitre, on est venu créer un livre à 4 chapitres, ce qui nous force à faire le diff entre chacun des chapitres, plutôt que faire vraiment le diff début-fin. Et si vous avez eu le nez creux, c'est vos commits. En fait, plutôt que faire un seul commit qui transforme tout le code, vous pouvez écrire une histoire en disant, dans un premier temps, je vais créer un package Docker, ensuite je vais le tester, ensuite je vais l'utiliser dans mon produit pour remplacer un autre runtime qui n'était pas Docker avant, et à la fin, je vais écrire de la doc.
Et en fait, vous venez créer du coup des plus petites transitions pour permettre au relecteur de comprendre ce que vous êtes en train de faire, plutôt que juste un seul commit qui est fit Docker. Là, le relecteur, il ne sait pas trop s'il est en train de relire un truc important, l'implémentation, le package, les tests, voilà. Donc ça, pour moi, c'est la manière de rendre la pull request la plus limpide possible. Plus vous faites des pas petits, plus vous faites des commits petits, atomiques, plus vous rendez votre pull request lisible et implicitement plus facile à lire. Deuxième aspect, comment on rend une pull request ennuyeuse et linéaire? Bon, ennuyeuse, j'ai pas vraiment d'argument à part, comme je disais tout à l'heure, vous n'écrivez pas un scénario de film. Le but, c'est pas de surprendre le relecteur, bien l'inverse. Il faut que ce soit le plus ennuyeux et ça va très bien se passer. Maintenant, d'un point de vue linéaire, c'est très intéressant. Là, ça va probablement être beaucoup trop petit pour le fond. Alors, je vais essayer de détailler. Ça, c'est une pull request qu'on doit relire et il y a plein de commits. Il y a une photo là-bas. Il y a plein de commits. Le premier commit, c'est comme tout à l'heure, c'est je crée un nouveau package qui s'appelle Docker. Très bien, donc je suis en train de le relire. On s'imagine moi, relecteur. Je suis en train de le relire. Ah oui, il crée un nouveau package, il exprime telle primitive, machin, qui va permettre d'être utilisé dans le produit plus tard. Je commence à me faire une idée de ce qui va se passer. Ensuite, deuxième commit, il est en train de tester le code. Très bien, pas de souci, je vois qu'il a test. Donc ça me permet aussi de comprendre comment ça va être utilisé. Le fait de voir les tests, ça va probablement être les use cases ou comment il va être intégré plus tard. Donc je me fais cette image mentale. Et ensuite, je vois deux merge commits. Donc là, déjà, c'est du bruit. Concrètement, je ne sais pas si vous avez déjà relu un merge commit, mais en fait, vous ne pouvez pas. Vous avez je ne sais pas combien de changements. Vous allez les considérer comme du bruit et donc le skip. Mais potentiellement, il y a quand même des choses dedans qui touchent au domaine que vous êtes en train de relire et de vos assumptions initiales, quoi, si vous voulez. Donc ça, il y a des gens qui font des merge commits. Je ne veux pas me les mettre à dos, mais faites des rebases, quoi. Déjà enlevez-les. Après, il y a des gens qui ne veulent pas réécrire l'histoire des commits un peu pour des raisons obscures. Je ne veux pas rentrer là-dedans. C'est votre pull request, c'est votre branche, elle est privée, personne ne l'a encore relu. Faites un rebase, quoi. Enfin, honnêtement, pensez au relecteur. Une fois que ça commence à être relu et tout, il y a débat. Est-ce que vous voulez réécrire l'historique ou pas? Je ne dis pas. Mais là, avant même qu'elle soit relue, faites des rebases. Vous n'avez vraiment aucun argument pour faire autre chose. Bon, on reprend nos moutons, voilà. Imaginons maintenant, on est là. On se voit qu'en troisième commit, la personne, en fait, elle se rend compte qu'elle a oublié quelque chose dans les primitives qu'elle exposait au premier commit et qu'il lui manquait un cas d'usage. Donc, elle se met à rajouter des choses dans le premier package que vous avez déjà relu. Là, on est typiquement dans une histoire qui est plus linéaire. En fait, je suis en train de lire quelque chose, de me faire une image mentale de ce que cette pull request est en train de faire, et au milieu, on me dit, ah bah, ce que tu avais vu au début, c'est pas A, c'est B. Et là, concrètement, on est dans une histoire qui n'est pas linéaire. Donc, même chose, ces deux commits-là, en fait, vous les réintégrez dans les commits initiaux aussi. Il n'y a aucun intérêt de faire partir le relecteur dans une voie pour ensuite lui dire non, finalement, on fait autre chose. Enfin, c'est vraiment lui faire perdre du temps, lui faire perdre de l'espace dans sa mémoire cognitive, si vous voulez. Penser à l'histoire comme si elle doit être lue vraiment de manière finale. Et j'ai rajouté un tout dernier commit à la fin, qui est la même chose, hein, c'est quelque chose qui n'est pas linéaire, mais c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. C'est le petit commit pour rendre content le LLM qui fait votre review, là. En fait, dès que vous ouvrez une pull request, vous avez un petit LLM maintenant, ou copilote, ou j'en sais rien, qui vous dit « Ah, c'est bien, tu pourrais mettre un commentaire là, t'as oublié ça. » Peu importe si on écrit du code parfait, il trouve quelque chose. Il trouve toujours quelque chose à dire. Et donc, il y a toujours un petit dernier commit qui est juste pour rendre le LLM content. Voilà. Ça, on commence à voir de plus en plus. Ça, c'est la même chose, c'est pas linéaire. Potentiellement, vous êtes en train de changer quelque chose que le relecteur avait déjà en tête, et vous créez de la confusion, en fait, pour lui. Ça, c'est pareil. Même si vous voulez le rendre content, vous pouvez rebase dans vos commits précédents. Donc là, on se retrouve avec une histoire qui est super linéaire. Je crée mon package, je crée des tests, je l'utilise. Et voilà, là, on a une histoire qui est vraiment linéaire. Il n'y a que 3 étapes. Le relecteur, il va lire ça. Et tous les problèmes que nous, on a eus lors de l'implémentation, on n'est pas censé les faire retranscrire au relecteur. Voilà, comment écrire une histoire ennuyeuse et linéaire. Dernier aspect, qui est, je le redis, pour moi, un des aspects les plus intéressants, c'est comment on fait pour faire une histoire courte. Qu'est-ce que ça veut dire une pull request courte? Est-ce qu'il y a un nombre de commits? Est-ce qu'il y a un nombre de changements? Ça veut dire quoi court? Parce que court, on se rend bien compte, mais où est-ce qu'on met la limite en fait entre court? Donc, comme je disais, le plus important, c'est de vraiment essayer de garder en tête qu'il faut que votre pull request ou l'histoire que raconte votre pull request passe dans la mémoire immédiate, dans la mémoire courte. Il y a plein de manières d'appeler ce genre de mémoire de l'homme, quoi. Il ne faut pas que vous devez l'apprendre et faire rentrer cette pull request dans une mémoire plus profonde. C'est vraiment pas ce que vous voulez faire. Donc ça, on va regarder des travaux de psychologues. Le premier, c'est George Miller, 1956, qui écrit un super papier pour 1956 qui s'appelle The Magical Number 7.
Et il se pose exactement ces questions. Il se dit, OK, on a une mémoire à long terme et on a une mémoire à court terme. Par contre, la mémoire à court terme, est-ce qu'on est tous égaux face à la mémoire à court terme? Si oui, c'est quoi la valeur? Concrètement, c'est quoi notre taille de buffer, si vous voulez? Et est-ce qu'on a des buffers différents en fonction de la topologie de ce qu'on retient? Est-ce qu'il y en a qui retiennent plus facilement des nombres que des lettres ou des couleurs ou, enfin voilà. En gros, il se pose vraiment ces questions en 1950. Je mettrai les papiers à la fin, les références. C'est hyper intéressant parce qu'en 1950, même s'il y a déjà de l'informatique, il parle de bits d'information. Quelque part, on quantifie l'information dans cette mémoire et tout. Vraiment super intéressant le papier, ça prend peut-être 20 minutes, une demi-heure. Je recommande vraiment, il y aura les sources. Et lui, ce qu'il fait, donc il fait plein d'expériences et on va essayer d'en faire une ici pour déterminer la mémoire à court terme. Voir si ces expériences marchent en fait. J'ai jamais testé devant des gens, on verra. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici je vais afficher des chiffres pendant 5 secondes. Le but c'est de retenir ces chiffres et de me les redonner dans l'ordre. Donc je vais interroger quelqu'un après qui est volontaire et il ne faudra pas l'aider. Le but c'est pas de faire une expérience sociale au global, non, c'est individuellement. Est-ce que quelqu'un arrive à faire ça, d'accord? Vous êtes prêts? Qui veut se lancer? 5, 8, 3, 9, Attends. 4, Redis? 5. Ouais. Non mais tu m'as interrompu. Ouais. 3. Ouais. Ah, j'avais dit une seule personne. Hein. Si tout le monde le fait, c'est tout de suite beaucoup plus facile. Hein. Bon, en gros, ça démontre un peu ce que dit Miller, c'est que là, on arrive quasiment à la limite de la mémoire immédiate. Donc c'est possible que certaines personnes l'avaient. Mais Miller, lui, il considère, d'après toutes ses expériences, que notre buffer, il est de 7 éléments. En gros, il dit au-delà de 7, ça passe plus dans notre mémoire immédiate. Il faut commencer à réciter la séquence plein de fois. C'est peut-être ce que vous avez commencé à faire dans votre tête, même en 5 secondes, à essayer plus ou moins de l'apprendre, mais c'est trop court pour le faire passer dans votre mémoire immédiate. Donc lui, il dit que c'est 7, mais 7 plus ou moins 2. Il considère qu'il y a des gens qui arrivent à aller jusqu'à 9, des gens à 5, ils ont déjà du mal. Et qu'il y en a, ça dépend. Il y en a, ils vont retenir plus facilement des chiffres et d'autres des lettres. Mais en gros, 7, c'est quasiment la majorité de la population. Peu importe le type d'élément, tout ça, on a tous un buffer de mémoire vive de 7 éléments. Voilà, c'est un peu ça. Par contre, ce qui est encore plus intéressant dans son papier, c'est qu'il dit qu'on peut très facilement le dépasser. On peut très facilement utiliser les facultés de notre cerveau pour dépasser ce buffer de 7. On va refaire la même expérience, et là, tu vas l'avoir. C'est sûr que tu vas l'avoir. Vous êtes prêts? Ça va être les mêmes chiffres. Hein. Ouais, c'est bon. Tu l'as bon. Et là, en fait, ce qui est marrant, c'est que là, notre cerveau, c'est pas 9 éléments, c'est 3. Alors qu'il y a quand même les mêmes chiffres qu'avant. Mais notre cerveau, il fait des regroupements, et c'est pas une question de la taille, si vous voulez, de ce que vous retenez. C'est juste en nombre d'éléments plus ou moins atomiques qui soient plus ou moins longs. C'est pas très grave, en fait. Donc là, vous avez su dépasser votre truc, et dans votre mémoire atomique, vous avez stocké que 3 éléments. Vous avez pu aller au-delà. Donc ces regroupements, c'est super intéressant. On verra si on peut en jouer. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'ensuite, dans les années 2000, il y a Nelson Cowan, psychologue aussi, donc 50 ans en gros après le papier de Miller, qui écrit un autre papier. Alors lui, il devait être vraiment fan de Miller parce qu'il explique The Magical Number 4. Donc en gros, voilà, il fait un petit pied de nez, mais en fait, il reconnaît tout ce que dit Miller. Il dit que voilà, tout ça, c'est bon. Par contre, lui, ce qu'il explique, c'est que même qu'on le veuille ou non, on fait des regroupements même sans le vouloir dans notre cerveau. Et donc 7, c'est déjà un peu biaisé parce qu'on arrive à 7 en faisant des regroupements. Il y a peut-être des gens qui vont lire les 2 premiers chiffres ensemble et les autres, ils vont les stocker individuellement, par exemple. Donc, en fait, 7, c'est déjà un petit peu biaisé. Lui considère que parmi ses expériences, si on enlève toute possibilité de regroupement, en fait, notre mémoire interne, c'est plutôt 4. Notre buffer de mémoire vive, c'est plutôt 4, plus ou moins 1, parce que voilà, il y a toujours des gens qui vont sortir un peu des écarts types. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on tombe quand même dans le même ordre de grandeur. On a Cowan qui dit entre 3 et 5, et on a Miller qui dit entre 5 et 9. Donc moi, ma règle, c'est 5 commits. Globalement, je considère qu'au-delà de 5 commits, mon histoire, elle ne va pas pouvoir passer dans la mémoire immédiate du relecteur. Et donc je me dis, il faut peut-être faire 2 pull requests. En fait, si j'arrive à une histoire qui est trop longue, j'essaye de la découper. Et parmi chacun des commits, j'essaye de ne pas faire plus de 5 changements. Alors après, si c'est un commit mécanique de lint ou de refactor d'une méthode, vous pouvez mettre 150 changements dedans, c'est pas très grave. Mais d'un point de vue vraiment histoire et charge cognitive, j'essaye de faire maximum 5 changements par commit. Comme ça, la personne, quand elle relit commit par commit, ça passe dans sa mémoire immédiate. Et à la fin, elle va les regrouper en commit dans sa mémoire immédiate. Donc dans sa mémoire immédiate, elle va retenir que 5 commits de haut niveau de ce qu'il fait.
Donc là, maintenant, on a les 3 propriétés. Les 3 super bonnes propriétés de comment faire une pull request. Donc j'expliquais limpide, linéaire et ennuyeuse, et courte. Et si on arrive à faire ça, normalement, on va avoir du coup un temps de relecture et une adoption, en tout cas, beaucoup plus rapide que ce que vous aviez avant. Bon, en pratique, qu'est-ce que ça donne? Comment on fait ça? Cas pratique, imaginons demain matin, enfin non, pas demain, vous êtes là aussi demain, donc lundi matin, vous arrivez au boulot, vous prenez votre ticket dans votre gestionnaire de tickets favori, c'est pas très important, et vous vous dites, ah ouais, donc je dois implémenter l'utilisation de Docker dans le produit, voilà, par exemple. Je me rappelle très bien de la présentation de Maxime jeudi, là, et puis moi, à chaque fois, mon lead architecte, il relit jamais mes pull requests, il comprend jamais ce que j'ai voulu faire, machin, tout ça. Bon, on a tous été dans ce cas-là. Donc, je vais penser mon histoire tout de suite, je me rappelle de ce qu'a dit Maxime, je vais faire une histoire linéaire, une histoire ennuyeuse, il n'y aura que 4 commits, et on va être très bien. Globalement, donc je vais prévoir mon histoire, comme j'expliquais tout à l'heure, toujours le même cas d'exemple. Je vais créer un nouveau package Docker pour exposer des primitives intéressantes. Je vais l'unit tester et faire des tests d'intégration. Je vais ensuite l'utiliser pour remplacer mon ancien runtime par Docker et je vais écrire de la doc. D'ailleurs, on pourrait peut-être même écrire la doc en premier. Je pense qu'écrire la doc serait mieux d'un point de vue relecture. Comme ça, l'auteur, il voit tout de suite la doc avant même de découvrir le code et il sait tout de suite de quoi on parle. La doc en premier, c'est souvent un bon choix aussi pour raconter une histoire. Ouais. Est-ce que ça marche, ça, en fait, concrètement, d'essayer d'écrire votre histoire à l'avance? Ça marche pas. On est bien d'accord, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'en fait, vous êtes en train de faire du gros waterfall dans votre propre pull request. Globalement, on essaye de faire tous de l'agile depuis 20 ans. C'est pas pour refaire du waterfall dans votre pull request. Plus vous essayez de créer votre histoire à l'avance, plus vous allez tomber à côté. Plus vous allez être dans l'exemple que j'expliquais tout à l'heure, où au moment où vous allez devoir intégrer votre package dans le produit, vous allez vous rendre compte que vous avez oublié quelque chose dans une signature, que vous allez faire des va-et-vient entre les commits, etc. Et vu que vous voulez faire une histoire linéaire, vous allez passer énormément de temps en fait, à réécrire le commit précédent pour essayer de garder cette structure et tout ça. Vous allez perdre énormément de temps et ça ne marche pas. Globalement, ça ne marche pas. Et c'est même possible qu'à la fin, vous changez complètement de voie parce que vous tombez sur un bloqueur et il faut revoir tout le début. Enfin, je déconseille complètement. Deuxième aspect, vous ne pouvez pas faire la règle du Boy Scout. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la règle du Boy Scout? Qu'est-ce que c'est? Rendre le code plus propre après notre passage. Exactement. C'est rendre un fichier plus propre que lorsqu'on l'a trouvé, en fait, concrètement. Et ça, en fait, ça ne marche pas parce que quand j'ai créé mon histoire en 4 commits du début, si je vois une méthode non exportée que j'ai envie de la changer, je viens créer du bruit. En fait, ça passe sous ça dans mon histoire. Et ce serait bête de la laisser comme ça, je viens de le voir quand même. Donc, en fait, ça marche pas. Quand on va créer du bruit, on va faire une side quest pour le relecteur, c'est bien, mais bon, c'est pas fou, quoi. Et troisième aspect, c'est que vous allez passer tellement de temps à faire tout ça, à réécrire votre histoire, à remettre les choses dans les bons commits, etc., qu'à la review, quand on va vous demander de changer quelque chose, ça va vous faire mal, quoi. Parce qu'en fait, soit vous restez avec vos convictions et vous refaites une histoire qui intègre ça, vous réintégrez les changements dans l'histoire principale, soit vous faites un truc crado à la fin avec un fix review, et ça vous fait un peu mal. Vous avez passé beaucoup de temps à faire une belle histoire et vous faites un truc crado à la fin. Et si vous avez besoin de 2 reviewers, en fait, vous mettez dans le mal le deuxième. Vous faites plaisir au premier parce qu'il n'a qu'à relire le dernier commit, mais le deuxième, vous avez créé une histoire non linéaire pour lui. Donc ça ne marche pas non plus. Comment moi je travaille, comment je propose en tout cas de régler ça, c'est assez bateau, c'est de dissocier complètement l'histoire que j'ai vécue de l'histoire que je présente avec la personne. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand je dois implémenter un ticket, je vais travailler dans un commit, work in progress, peu importe, sur mon côté. Je peux avoir plusieurs commits, ça c'est juste pour l'exemple, mais moi, je vis une certaine histoire qui ne sera pas linéaire. Je vais partir dans une voie, je vais revenir en arrière, je vais peut-être explorer 3 voies pour à la fin en garder qu'une parce que j'aurais fait des benchmarks, machin, peu importe. Ça, c'est l'histoire que j'ai vécue pour atteindre l'état final. Par contre, l'histoire que je veux présenter au relecteur n'est pas celle-ci. C'est uniquement une histoire qui fait sens pour lui. Je n'ai pas envie de lui expliquer tout ce que j'ai fait pour arriver là. Donc je travaille tout dans un commit whip. Et quand je suis vraiment à l'état final et que je pense que j'ai l'état que je veux, là, je viens le découper pour créer mon histoire. Là, seulement maintenant, je pense histoire linéaire, histoire ennuyeuse, faire des petites transitions pour l'aider à relire mon code, et histoire courte. Donc pour ça, j'utilise des primitives Git. Alors, c'est pas très important, hein. J'utilise le git addp pour ajouter partiellement des fichiers dans mon commit. Le git fixup qui vient permettre de merger plus ou moins de commits même s'il est passé. Le rebase auto-squash. Enfin, voilà, il y a plein de choses dans Git qui peuvent vous aider à faire ça. C'est de la tuyauterie. Si vous êtes plus IDE, vous pouvez faire tout ça dans l'IDE, je suis sûr. J'avoue que je n'utilise pas le guide de l'IDE, mais je serais très surpris que vous ne pouvez pas faire ça. Et ensuite, vous pouvez pusher et vous êtes content. Bon, la vraie problématique, en fait, c'est que
Ça prend énormément de temps. Concrètement, faire ça prend énormément de temps. Moi, j'ai fait ça très vite en arrivant chez Docker parce que j'ai vu des gens le faire. Et donc, ça me donne envie aussi de présenter des belles pull requests envers ces gens-là. Parce que quand les gens font un effort pour vous de relecture, vous voulez faire la même chose pour eux. Mais ça prend du temps. Et il y a plein de fois où j'ai passé plus de temps en fait, à faire ça qu'à faire le dev. Clairement. Enfin, par contre, vous avez un approve super bien, les gens sont contents de vous, il y a très peu à dire sur le pull request. Enfin, voilà, c'est vraiment génial. Mais le coût est énorme. Et donc, évidemment, il a fallu attendre une demi-heure, on va dire, pour dire que ça, on pourrait peut-être l'automatiser, en fait. On peut sortir les 2 lettres magiques, IA, et en fait, ça, on peut clairement l'automatiser. Et juste pour prendre un peu de recul, je pense qu'on est dans un cas d'IA qui est hyper intéressant, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on veut faire là? On ne veut pas demander à l'IA d'écrire du code. Moi, j'ai écrit mon code avant, que j'utilise un agent IA pour écrire mon code ou pas, c'est pas la question, en fait. On a du code qui est écrit, et là, on lui demande juste de l'organiser, donc on ne lui demande pas d'écrire du code. Et en plus, qu'est-ce qu'on lui demande de faire? D'écrire une histoire ennuyeuse, courte. C'est vraiment ça, en fait. Oui, les IA, elles n'ont aucune créativité, mais ce n'est pas du tout ce que je veux, en fait. C'est justement l'effet inverse. Je ne veux pas de créativité. Je veux quelque chose qui est super ennuyeux et quelque chose que je peux faire très rapidement. Et ça me permet de découper entièrement mes 2 histoires. Donc, je vais pouvoir travailler dans mon commit whip, faire tous les chemins exploratoires que je veux, tout ça, et à la fin, je lance une routine et ça écrit une histoire pour le relecteur. Et ce qui est intéressant, c'est de... Est-ce que c'est l'histoire que j'ai vécue ou l'histoire que je voulais? On s'en fiche. Dans l'absolu, c'est pas très grave que le relecteur lise une autre histoire que la mienne, tant qu'il sait la lire et qu'il est d'accord à la fin. En fait, c'est comme si, je pense qu'il y a plein d'auteurs qui travaillent comme ça. Je ne suis pas un auteur, mais je pense qu'il y a plein d'auteurs qui ont un état initial, un état final, et ils ont peut-être des éléments clés au milieu, mais après ils remplissent, quoi. Ça marche. Et là, c'est exactement ce qu'on fait en fait. On vient demander à l'IA d'écrire une histoire qui a du sens pour passer, encore si on reprend notre transition, de l'état A à l'état B. Est-ce que c'est celle que j'ai vécue? C'est pas forcément important, quoi. Pour ça, on va essayer de faire une petite démo. Je vais utiliser 3 choses dans cette démo que je vais vous montrer un petit peu. Je vais utiliser Docker Agent, qui est notre solution agnostique pour lancer des agents IA, on va dire. Je vous présente un petit peu ça. J'ai mon agent qui s'appelle Commit Organizer Agent, qui a un nom super novateur, mais très minimal et qui marche. Et vu qu'on a la sécurité et que, disons que chez Docker, on a un petit historique de faire tourner des choses indépendantes du host, on sait un petit peu faire ça, on a créé notre propre solution de sandboxing qui s'appelle SBX pour lancer des agents pas sur le host, quelque part, de manière complètement isolée du host. Et l'avantage, c'est que du coup, on peut les lancer en mode YOLO, parce qu'en fait, c'est complètement isolé du host. Vous n'avez pas à faire oui sur tout, ou le dangerously accept everything là, de Claude, où potentiellement, ils peuvent vraiment faire n'importe quoi. Là, vous êtes dans une sandbox où le pire qui peut arriver, c'est il fait n'importe quoi avec vos fichiers, vous faites un git reset sur le host. Voilà. C'est vraiment le pire des choses qui peut arriver. Donc c'est là que je dois changer l'écran. Alors on va voir si ça marche bien. Alors je veux le mirror. Ça marche? Ça a l'air de marcher en tout cas. Non. Non, toujours pas. Attendez. Oui, ça va être là. Voilà. C'est bon, nickel. Alors ça, c'est Docker Agent. C'est notre, comme j'expliquais, c'est notre solution pour lancer des agents IA qui est vendor agnostique. Ça se présente en TUI exactement comme Claude, Codex, tout ce que vous voulez. Le vrai avantage, en fait, c'est que vous écrivez vos agents ou vos équipes d'agents. Là, vous voyez en fait dans l'exemple, c'est une équipe où il y a un agent root, un agent planeur, un agent reviewer, un agent librarian, par exemple. C'est juste des YAML. Vous faites votre équipe d'agents en définissant des YAML. Vous avez accès aux skills. Vous avez accès à tous les MCP que vous voulez. C'est vraiment tout ce qui est plus ou moins commun. Et ça, vous le lancez évidemment localement. Mais le gros avantage, c'est que vous pouvez choisir avec quel modèle tourne chacun des agents. Donc en fait, si vous êtes plutôt anthropique et que vous avez une clé anthropique, vous pouvez leur assigner les modèles d'anthropique. OpenAI, pareil. Si vous avez les deux, vous pouvez faire un agent OpenAI qui parle à un agent anthropique. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et le gros avantage, moi, je trouve, c'est qu'en fait, moi, mes raccourcis et mon workflow, vu que j'utilise Docker Agent, il ne changera pas. Si demain, ma boîte décide de passer chez OpenAI parce que les modèles sont mieux, je change une ligne dans mon YAML et je n'ai absolument pas à apprendre de nouveaux tooling ou de nouvelles choses, en fait. C'est vraiment agnostique. Donc ça, c'est Docker Agent. Comment mon commit organizer agent se présente? J'ai un petit agent YAML. Alors, rapidement, c'est peut-être beaucoup trop petit pour le fond. Je vais essayer de zoomer. Vous arrivez à voir dans le fond, là, un peu mieux, peut-être?
Donc là, en fait, on a les modèles. Donc là, moi, j'ai créé une indirection large, mais en gros, vous pouvez remplacer ça par ce que vous voulez. En fait, l'agent derrière utilise le modèle large, mais vous pouvez le changer par OpenAI ou tout ça en fonction de la clé que vous avez. Donc là, on lui donne des instructions, on lui donne des petits toolsets en mode, tu as le droit de réfléchir, tu as le droit d'accéder au shell, tu as le droit de lire le file system et tu peux te créer une to-do list. Donc ça, c'est des tools qui sont built-in dans Docker Agent. Vous pouvez créer vos propres tools aussi. C'est là que vous pouvez mettre vos MCP. Si vous avez des MCP, des remote MCP, vous pouvez les mettre là, ça marche très bien. Et donc là, on a une petite commande qui s'appelle split last commit. Et en gros, c'est tout le prompt pour faire ce que je vous ai expliqué. Comment transformer un commit WIP selon les bonnes pratiques. Donc on a tout ça, voilà. Et à la fin, il y a des petites permissions pour essayer de l'empêcher de faire des sudo, l'empêcher de faire des RMF et l'empêcher de faire des git push. Par contre, je préviens tout de suite, ça c'est bien. En fait, si vous voulez, le moteur qui tourne autour va l'empêcher d'exécuter ces commandes-là. Par contre, les modèles, ils sont très intelligents. Enfin, s'il veut faire un RMF, il va écrire un script Python qui fait un RMF. En fait, dans l'idée, ça, je ne conseille pas d'utiliser que ça comme restriction. C'est là que j'expliquais qu'en fait, on va utiliser SBX. Donc SBX, c'est notre nouveau produit qui permet de faire des sandbox. C'est gratuit, vous pouvez tous l'utiliser. Il faut juste un compte hub, mais même pas un compte payant. Vous pouvez tous l'utiliser, le faire tourner sur votre machine. Vous n'avez pas besoin d'avoir Docker Desktop, parce qu'on me pose toujours la question, vous n'avez pas besoin d'avoir Docker Desktop pour installer SBX. Et donc dans l'idée, c'est qu'on va utiliser SBX Run. Et là, en fait, ce qu'on peut voir, il y a un exemple. Plutôt que lancer Claude, vous faites SBX Run Claude. Et en fait, ça va faire tourner Claude dans une micro VM sur votre machine de manière transparente. Et vous avez un proxy pour bloquer certaines requêtes. Si vous voulez dire, bah non, mon Claude, j'ai pas envie qu'il accède à tel nom de domaine, ou etc. Vous pouvez faire tout ça. Et Claude, il n'a même pas conscience qu'il tourne dans une sandbox, en fait, si vous voulez. Vous pouvez injecter des secrets au niveau du proxy. Enfin voilà, c'est très très poussé. On ne va pas utiliser toutes les fonctionnalités. Mais globalement, l'idée, c'est que ça doit être un drop-in. Vous pouvez juste remplacer votre Claude par SBX Run Claude. Normalement, ça devrait bien marcher. Il devrait trouver vos settings, il devrait trouver tout ça. Sinon, il y a peut-être 2-3 arguments à mettre en plus, mais c'est assez gratuit. Donc, on va faire la démo. Pour cette démo, oula, là c'est très zoomé, ça devrait aller. J'ai créé une pull request avec un seul commit sur un de mes repos à moi, c'est pas grave, c'est pour l'exemple, qui s'appelle feedback space. On ne sait pas trop ce que c'est, feedback space. Et là, je vais être un peu obligé de dézoomer parce que sinon, on ne voit pas. Voilà. Est-ce que ça va encore dans le fond? Non. C'est pas très... En fait, le code n'est pas très important, quelque part. C'est une pull request qui regroupe tous les mauvais exemples que je vous ai montrés. C'est-à-dire un petit scoot au milieu pour enlever du lint, une histoire temporelle où on utilise un package alors qu'il est déclaré plus bas. Il n'y a qu'un seul saut plutôt que plusieurs commits. Voilà, c'est un peu tous les mauvais exemples. Et on n'a qu'un seul commit qui ne va pas. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser l'agent pour découper ça. Donc là, normalement, alors effectivement, le terminal, voilà. Je vais zoomer par contre sur le terminal, ça je peux probablement le faire. Est-ce que dans le fond, vous voyez? Oui, moyen. Bon, ok. Là, juste pour vous montrer, on verra pas, je suis sur un... En fait, je voulais vous prouver que c'est le même commit, mais il faut me faire confiance parce que c'est coupé en haut. Je peux pas trop vous montrer, c'est pas très grave. La seule chose que je dois faire, en fait, c'est que je vais juste le renommer, le dernier commit, en WIP, parce que mon agent, en fait, ne travaille que sur le dernier commit WIP, si vous voulez. Donc, s'il ne s'appelle pas WIP, il va dire qu'il ne trouve pas le commit à renommer. Il faut que je mette ma petite clé, c'est ça, voilà, très bien. Donc là, maintenant, on est toujours sur le même commit, mais il s'appelle WIP. Et donc, je peux lancer mon agent et il va venir découper ce commit. Donc, on va prendre là-dedans commit organizer agent, voilà. Et là, donc, il y a la petite commande qui fait du coup xbx run, docker agent. Et là, en fait, on passe les arguments à Docker Agent. Donc, en fait, on fait un exec, on le passe en mode YOLO, parce qu'en fait, on est dans la sandbox, donc il n'y a pas besoin de venir approuver toutes les commandes Git qu'il va vouloir faire une à une. Là, c'est la référence du YAML que je vous ai montré tout à l'heure qui est public. Donc, on n'a même pas besoin de cloner le repo. Quelque part, il sait récupérer dynamiquement Docker Agent, le prompt de votre agent. Et ça, c'est la commande, parce que vous pouvez avoir des agents qui ont plusieurs commandes, machin, mais moi, mon agent, il n'a qu'une seule commande, en fait, donc ça fait ça. Et si vous n'utilisez pas SBX, vous faites juste Docker Agent, run tout le reste. Et en fait, ça va être exactement la même chose, mais sur votre host directement. Donc on fait ça, on lance ça. Et la petite astuce, c'est que j'ai pas envie que vous voyez ma clé anthropique et qu'elle soit enregistrée par cette vidéo. Donc j'utilise la CLI OnePassword pour injecter ma clé anthropique à SBX, qui l'injectera, lui, à Docker Agent au niveau du proxy, etc. Donc si on a de la chance et qu'on n'a pas d'effet démo, ouais, je ne sais pas pourquoi il va accepter ça, très bien. Je mets ma petite clé. Et il devrait démarrer. Si on a du réseau, voilà. Donc là, il me crée la sandbox. Et il est parti. Donc ça, on va voir le déroulé de l'agent. Voilà. Donc en fait, il est en train de lire. Il regarde le diff actuel du commit WIP
pour voir ce qui se passe. Voilà, donc là, il est en train d'analyser tout ce que j'ai fait, l'état final, globalement, pour comprendre c'est quoi cette grande transition entre état de début et état de fin. J'espère que le réseau marche bien, même si normalement c'est que du texte, ça ne devrait pas être très long. Ouais, il réfléchit là, à mon avis, il prend ses tokens. C'est la démo. Ouais, sinon, ce qu'on peut faire, c'est que... Ah, ok, il avance. Donc là, il a réfléchi, il a dit qu'il va le splitter en 5 commits. Donc il s'est fait en fait sa petite histoire de 5 commits qui respecte en fait tous les critères. Donc là, il s'est créé une to-do. Donc on peut voir en fait que dans sa to-do, il a fait je reset, je fais mes 5 commits et je vérifie que j'ai pas introduit ou enlevé des trucs initiaux. Donc j'ai mis un petit garde-fou pour qu'il vérifie que le diff à la fin soit bien le diff du début et qu'en fait il n'est pas introduit. Celui qui fait du git add patch et tout, il peut parfois se marcher sur les pieds et des fois il va itérer parce qu'il s'est trompé en bas et il va continuer. Donc là il avance, donc il est sur le premier in progress. Est-ce qu'on avance? Ouais, il avance bien, c'est bien. Il nous montre les diffs qu'il fait. Il en est où là? Complete. Il dit que c'est risqué de faire du git add p, machin et tout. Bon, bref. Pendant que ça tourne, parce que j'avais prévu le coup, au pire, je peux vous montrer une pull request de ce qu'il a fait hier. Alors, ce qui est marrant, c'est que du coup, forcément, l'histoire est toujours un peu différente. Parce qu'en fait, vu que c'est un genre, on ne sait pas trop. Voilà, normalement, j'en ai close une hier pour la démo. Voilà, démo Devlil. Et du coup, là, l'histoire qu'il m'a créée, par exemple, c'était ça. C'était on fait le GoFund tout de suite pour enlever le côté linting, et ça, la personne n'a pas à le retenir, quelque part, ça ne vient pas faire du bruit. Ensuite, il ajoute la doc en premier, au moins le relecteur sait de quoi on va parler. Il implémente le package validator, il l'implémente dans le modèle, et ensuite, il supporte ça dans la vue, en fait, parce que c'est un MVC, c'est une petite app à la con, quoi. Est-ce qu'on est bon? Voilà, il dit qu'il l'a splitté, c'est bon, il dit c'est bon. Donc ça nous a pris, allez, une grosse minute. Et on peut voir que du coup, maintenant, donc il a fait plusieurs commits. Pareil. Voilà. Et il a un peu fait la même histoire, en fait, qu'avant, quoi. Il a fait un petit merge, il a fait un autre refactor au milieu, là, c'est marrant. Mais bon, voilà, c'est assez gratuit, donc pour moi, il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser, on va dire. On est à la toute fin. Tac, tac. Le takeaway, c'est que les pull requests, ça doit raconter une histoire ennuyeuse, tant qu'à faire. Mais si vous ne pensez pas que votre pull request raconte quelque chose, c'est probablement une mauvaise pull request, d'un point de vue lisibilité. Vous devez penser à une histoire. Et je vous mets tous les liens à la fin. J'ai pas mis le QR code pour les feedbacks, mais vous le trouvez sur la page agenda, j'ai oublié au dernier moment. Voilà, si vous avez n'importe quelle question, je suis dispo après, parce que c'est terminé.